Et salut, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et pour commencer par une petite news, on a appris que Pol Espargaro, le pilote test de KTM, va donc faire une nouvelle wildcard au cours de cette saison 2024. Après donc déjà sa venue lors du week-end du Mugello, il sera donc de nouveau présent lors du week-end en Autriche. Ce sera donc évidemment une bonne opportunité pour Pol Espargaro qui dans des déclarations nous a bien fait comprendre que voilà, le Grand Prix en Autriche est évidemment un Grand Prix très important pour KTM et Pol Espargaro va essayer de faire très bien là-bas. Mais c'est aussi une opportunité pour continuer de travailler avec ce programme d'essai pour essayer aussi de développer cette moto parce qu'on a pu quand même voir que dans cette fin de première partie de saison 2024, KTM n'est pas où ils veulent être. Ils veulent se battre pour des podiums, pour des victoires et pour l'instant c'est difficile. On est loin de Ducati, loin de se battre pour le championnat du monde. Donc on a besoin de tester pour faire évoluer cette moto. Mais la situation est, on a l'impression, assez complexe. Et pour appuyer tout ça, je voulais justement vous montrer les propos du directeur de KTM en MotoGP, qui est donc Pete Beirer, qui dans de récentes déclarations nous explique bien qu'en ce moment, oui, c'est difficile, les pilotes ne sont pas où ils devraient être. Il a donc déclaré « Nous avons eu du mal tout le week-end », en parlant donc du week-end du Sachsenring. Lorsque nous avons trouvé l'adhérence sur la roue arrière, cela a trop poussé l'avant. Dès que nous avons maîtrisé l'avant, nous avons perdu l'adhérence de la roue arrière. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Je dois défendre nos pilotes, il leur manque évidemment quelque chose pour faire mieux. Il y a quelque chose qui les retient depuis un certain temps. Nous avons bien fait au Qatar, en Amérique, mais récemment nous n'étions même pas proches du podium. Nous devons faire quelque chose pour que les pilotes se sentent mieux. Et c'est vrai qu'on peut peut-être se dire qu'aujourd'hui chez KTM il y a un manque d'évolution pour arriver concrètement à concurrencer les meilleures forces du plateau. C'est Brad Binder qui déclarait récemment « Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de mise à jour. Nous avons besoin d'une compréhension claire de la direction que nous voulons prendre. » Et justement chez KTM on espère qu'avec ces essais on pourra trouver une solution pour rehausser le niveau de cette moto pour la deuxième partie de saison. Et c'est vrai que selon moi c'est quand même une petite surprise. Je n'imaginais pas voir KTM dans cette situation. Je n'imaginais pas dire cela de KTM après la fin de cette première partie de saison parce que c'est vrai qu'au début de cette saison 2024, bon, je pense qu'on était beaucoup à entrevoir KTM comme l'un des meilleurs constructeurs du plateau évidemment, mais comme au moins je pense la deuxième force de ce plateau et possiblement voir cette moto et donc leurs pilotes se battre pour le titre de champion du monde. Et finalement, c'est beaucoup plus difficile que ça. Déjà, selon moi, on n'est pas la deuxième force du plateau. Pour moi, c'est Aprilia. On est donc troisième, parce que oui, évidemment, on est quand même devant les constructeurs japonais, mais on est troisième avec quand même, je pense, une bonne distance par rapport à l'Aprilia. Donc aujourd'hui, KTM patauge un peu. Alors, on est dans un championnat du monde. Évidemment, il y a un troisième, un deuxième et un premier. KTM n'est pas à des années-lumière. KTM n'est pas aujourd'hui en crise, on se le dit tout de suite. Mais on voit qu'il y a certaines difficultés. On a du mal à jouer le podium, on a du mal à jouer la victoire. En début de saison, on avait pu voir quand même de très bons résultats de la part de Brad Binder ou même encore évidemment du rookie Pedro Acosta. Et puis tout doucement, c'est de plus en plus difficile que ce soit pour le rookie Acosta, mais aussi pour Binder. Parce que pour Acosta, évidemment, on peut se dire que c'est un rookie, qu'aujourd'hui il a plus de difficultés parce qu'il apprend cette catégorie. Mais on se rend compte que pour Binder, c'est aussi la même chose, il est plus en difficulté. Donc je pense que là, le problème n'est pas spécialement lié au pilote, mais plutôt à la moto. Il manque quelque chose à cette KTM et comme je vous l'ai dit en début de ce sujet, je suis étonné qu'on soit dans cette situation quand on sait l'investissement énorme que propose KTM en MotoGP. Mais on n'en a pas encore terminé avec ce gros sujet concernant KTM parce qu'on a récemment appris une grosse perte pour le constructeur autrichien. Vous le savez, dans ce MotoGP moderne, évidemment les pilotes sont très importants, mais les directeurs, les ingénieurs sont aussi des personnes extrêmement cruciales pour ces projets où on voit des millions qui sont donc investi. Et justement, récemment, KTM a donc annoncé la perte d'un ingénieur de renom, Fabiano Sterlacini, qui avait été, je le rappelle, shippé à Ducati il y a 3 ans. Il travaillait justement aux côtés de Gigi Dall'Igna et c'était une recrue majeure à l'époque pour KTM. C'est un ingénieur qui a apporté énormément de choses et qui a aussi permis à KTM de recruter de nouvelles personnes. Et bien malheureusement, KTM a perdu cet homme. Sur son maintenant ancien directeur technique, Pete Beirer a donc déclaré « C'est vrai, cela a été une semaine assez mouvementée pour nous. Le contrat de Fabiano se terminait à la fin du mois dernier. Nous avons donc discuté ces dernières semaines. Nous avons bien sûr essayé de le renouveler. Nous avons travaillé sur un nouveau contrat de 3 ans avec lui, mais nous n'avons pas pu trouver d'accord. Je ne suis pas heureux que nous ne puissions pas finir ce que nous avons commencé ensemble. Nous avions un plan, nous avions une mission et nous avons dû y renoncer.
Je souhaite vraiment souligner que Fabiano est parti en ami et qu'il restera un ami de KTM. Il veut ce qu'il y a de mieux pour notre projet à l'avenir et il a été responsable de certaines personnes qu'il a prises de l'extérieur pour les faire venir chez nous. Nous allons continuer dans cette direction, mais sans lui. Et on va le dire, c'est évident que la perte de ce directeur technique fait mal dans un moment où on est un petit peu dans le flou, où on a des difficultés, c'est une perte quand même majeure. Et justement, regardez, Pedro Acosta, qui aussi en ce moment est en difficulté, avait récemment déclaré « Une des raisons pour lesquelles je voulais aller en Autriche était de m'asseoir avec Fabiano Sterlacini et de lui demander des explications. » Mais il n'est plus avec nous. Et c'est avec cette phrase, je trouve, qu'on comprend l'importance de cet homme au sein donc du giron KTM et de la perte aussi, de l'impact de la perte de cet ingénieur. Donc ça ne vient clairement pas faciliter la situation de KTM. Donc pour conclure ce grand sujet sur le constructeur autrichien, on n'est pas dans la meilleure des situations, je pense qu'on peut dire ça. On a des résultats sportifs un peu en difficulté, on perd quelqu'un de très important. Aujourd'hui, ce projet 2024 ne semble pas fonctionner aussi bien que ce que l'on aurait pu imaginer en début de saison 2024. Donc, comme je dis très souvent, laissons du temps et on verra bien ce que KTM pourra proposer dans cette deuxième partie de saison 2024. Ça risque d'être pas facile, mais bon, on sait que KTM a évidemment les armes pour se battre et pour améliorer cette situation. Allez, maintenant pour avant-dernier sujet, on va donc se voir les propos de Jorge Martin qui revient évidemment sur ce fait marquant de la course du Sachsenring. L'Espagnol était en tête et à quelques tours de la fin, il va malheureusement partir à la faute. Et avec cette chute, c'est des points qui s'envolent, c'est la victoire qui s'envole, mais surtout aussi c'est la première place au classement du championnat du monde. C'est donc une chute qui fait mal et l'Espagnol revient donc là-dessus. Il a déclaré « C'est certainement frustrant de tomber comme ça et c'est difficile à accepter. Mais je ne peux pas faire grand-chose. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi je suis tombé. Et si c'était mental ou lié à la machine. Nous devons analyser et nous améliorer. C'est une erreur que nous évaluerons pour ne pas la répéter. Bien sûr, ça fait mal et je ne pourrai pas dormir ce soir, mais ça ira mieux. » Cela va être 3 semaines utiles par rapport à cette pause de mi-saison pour apprendre et comprendre. Je pense qu'il vaut mieux être dépassé maintenant au championnat du monde qu'en Malaisie. Je me sens mal parce que ce n'est pas facile à digérer, mais je dois le faire. Nous devons recommencer et essayer de nous améliorer pour éviter les erreurs à venir. Le fait est que je m'en sortais bien dans les virages à droite. C'est là que j'ai attaqué Pecco Bagnaia dans la course. J'ai fait une grosse erreur, c'est difficile à accepter. Il parle donc d'un virage à droite parce que justement il a chuté dans le virage 1 qui était donc un virage où on tournait à droite. Et justement par rapport à cette course, on était beaucoup à imaginer que Pecco allait revenir sur l'Espagnol en fin de course pour peut-être un tout dernier duel dans le dernier tour ou dans l'avant-dernier tour. Et l'Espagnol n'est pas totalement d'accord avec ça, il a déclaré « Pecco Bagnaia n'aurait pas été en mesure de combler l'écart parce que j'avais une demi-seconde. Au niveau du pilotage, j'étais supérieur et j'en suis conscient. Malgré la chute, j'étais parfait, surtout sur la gestion des pneus. Je dois accepter cette erreur. Comme je l'ai dit, je vais essayer d'y penser à tête reposée. Mais ce n'est pas la fin du monde. La pression est maintenant sur Pecco et nous allons redémarrer à partir de Silverstone dans le but de revenir plus fort. » Bon, alors on va se le dire tout de suite, Jorge Martin est le pilote concerné, donc il est plus au courant que nous, mais moi dire que Pecco n'allait pas revenir, je pense que ça allait être quand même très très chaud, parce que on a vu un Bagnaia grappiller quelques dixièmes. Alors oui, c'était petit à petit, oui 5 dixièmes ça reste quand même important encore en MotoGP, mais ça semblait être limite et moi je vous avoue que j'aurais vraiment apprécié voir ce duel entre Pecco et Jorge Martin dans le dernier tour, à l'image de ce que l'on avait pu justement avoir en 2023 quand c'était Jorge Martin qui en était sorti vainqueur. Bon, on en a déjà un petit peu parlé de cette chute de Martin, c'est évidemment une déception pour l'Espagnol et c'est assez logique. On voit qu'il y a de la frustration et encore une fois c'est assez logique. Mais le point que je voulais aborder avec ce sujet c'est de dire je pensais que Jorge Martin avait mis un peu derrière lui tout ça. On sait que ça a été souvent des problèmes pour l'Espagnol, justement aussi la saison dernière, de mauvais choix et même aussi des erreurs qui ont fait très mal. On se rappelle de cette chute en tête à Mandalika. Bref, il y a eu plusieurs moments où Jorge Martin a perdu des points vraiment très important pour le championnat du monde. Et c'est vrai que du coup pour cette saison 2024, après ces erreurs passées, on imaginait un Jorge Martin grandi qui avait justement appris de ces grosses boulettes et on entrevoyait donc un Jorge Martin peut-être capable de ne pas faire ce genre d'erreur, être capable de ne pas chuter alors qu'on est en tête ou en tout cas peut-être des fois prendre moins de risques afin de capitaliser sur des gros points de prix. Et c'est vrai que ce tout début de saison 2024 allait dans ce sens. Et puis il y a eu Jerez. Lors de cette course de Jerez, quand
malheureusement Rory Martin a chuté en tête, on a déjà commencé à se dire on pensait que Martin ne ferait plus ce genre de boulette, finalement c'est toujours le cas. Puis après on s'est dit il va sûrement apprendre et ça ne se reproduira pas, et puis on arrive maintenant au Sachsenring et de nouveau Rory Martin fait ce genre de grosse erreur. Donc j'entends évidemment les déceptions de beaucoup de gens et surtout les critiques qu'on peut avoir sur Rory Martin. Mais moi ce que je veux toujours rajouter, c'est que même si oui, Rory Martin ne devrait pas chuter alors qu'il est en tête d'une course, il ne faut jamais oublier que déjà derrière lui, il y avait un Francesco Bagnaia qui lui mettait une pression monstre, et ça ce n'est pas facile, et que surtout, beaucoup de grands pilotes chutent. Francesco Bagnaia cette saison a chuté en tête. Je pense que Pecco, on peut le dire, c'est quand même un grand pilote. Mais on a encore, je pense, un pilote qui a encore un plus grand palmarès qui a chuté en tête, c'est Marc Marquez. Marc Marquez a chuté en tête de la course sprint de Jerez, il a chuté en tête de la course du dimanche du circuit des États-Unis. Donc Marc Marquez aussi, qui est un pilote qui a une expérience monstre, qui est un champion exceptionnel, lui aussi il a chuté. Bon, il y a eu évidemment aussi des circonstances, il y avait eu ces problèmes d'humidité à Jerez, et il y a eu ce problème, du coup c'était quoi, c'était les freins, si je me rappelle bien, du coup aux États-Unis, mais voilà, ça arrive aussi aux grands pilotes. Valentino Rossi a déjà chuté en tête. Moi je me rappelle d'une course d'Assen où il y avait de la pluie, où Rossi s'était retrouvé en tête et qu'il avait chuté, j'en ai encore le cœur meurtri. Mais voilà, les grands champions chutent aussi. Donc je trouve ça un petit peu dur, ces derniers propos qu'on peut entendre où on descend entre guillemets aussi un peu Rory Martin comme s'il était le seul à faire ce genre d'erreur. Oui, il ne devrait pas faire ça, mais c'est le MotoGP, on est à la limite et il est clairement pas le premier pilote à faire ce genre de boulette. Et allez, on arrive donc maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et on va se voir les propos du pilote français Fabio Quartararo sur le projet de son constructeur Yamaha, mais surtout sur l'évolution de ce projet pour la deuxième partie de saison. Et je trouve quand même qu'il a déclaré des choses que je trouve très intéressantes, donc on va se lire tout ça. Déjà, il revient rapidement sur le week-end du Sachsenring en disant « Les résultats finaux ne sont pas ma principale préoccupation pour le moment. La position ne m'intéresse pas, et je pense que la course au Sachsenring s'est mieux déroulée que prévu. Nous avons eu beaucoup de mal au début avec les nouveaux pneus. J'ai terminé à peu près comme lors du sprint, donc je pense que c'est très positif. » Mais justement, maintenant, sur ce projet, on voit un Fabio Quartararo optimiste. Il déclare « Mon travail est d'essayer d'apporter des informations. Dans le passé, je pensais trop au fonctionnement de la moto, mais je ne suis pas ingénieur. Nous travaillons dur et je pense que nous avons déjà apporté quelques améliorations. Je pense que nous nous sommes améliorés au Sachsenring par rapport à l'année dernière, mais nous devons encore progresser et je pense que nous y arriverons dans la deuxième partie de saison. C'est la mentalité et la manière de travailler que nous avons. Je pense que nous avons commencé la saison très loin des constructeurs européens et les résultats sont les mêmes. Mais je pense que nous nous en rapprochons, pas de Ducati, mais d'Aprilia et de KTM. Il nous faudra encore des mois pour vraiment nous rapprocher. Avec les concessions, nous pouvons nous améliorer chaque mois. Nous ne nous concentrons pas sur la moto 2025, nous voulons voir une M1 compétitive avant la fin du championnat du monde. Voilà donc les quelques propos du pilote français, je trouve qu'ils sont, comme j'ai pu vous le dire, très intéressants. Déjà dans un premier temps, parce qu'on se rend compte que Yamaha et donc Fabio veulent déjà travailler à l'amélioration de cette Yamaha 2024. Alors je sais que certaines personnes me diront, oui, logique, mais moi de ce que j'avais compris de derniers propos du français, j'avais plus l'impression qu'on travaillait plus sur 2025 que 2024. Bon, on a l'impression qu'on essaie déjà de trouver une solution pour améliorer cette moto et évidemment, il faut rappeler que le prototype en 2025 devrait être très proche de celui de 2024. Donc techniquement, si on trouve des solutions et si on améliore la moto 2024, automatiquement, ça va se répercuter sur la moto 2025. Mais on sent qu'on a vraiment envie de trouver quelque chose pour cette saison et peut-être dans cette deuxième partie de saison, arriver à viser beaucoup plus haut du point de vue du classement. Et comme le dit Fabio, et je le pense personnellement, j'ai vraiment l'impression que ce projet fonctionne et que Yamaha s'améliore. Alors je sais tout de suite ce que vous allez me dire, mais en 2024, les résultats sont pas spécialement beaucoup mieux. Et vous avez tout à fait raison. Comparé 2024 à 2023, les résultats de cette Yamaha ne sont pas vraiment beaucoup mieux. On n'a pas véritablement d'évolution par rapport aux résultats. Mais pour moi, il y a quand même une progression dans le projet de Yamaha. Pourquoi? Parce qu'en fait, en début de saison 2024, on avait malheureusement chuté très bas par rapport aux autres constructeurs
constructeurs. Donc oui, malheureusement, maintenant, on va dire au milieu de cette saison 2024, Yamaha n'est pas mieux que lors de la saison 2023, mais on était tombé tellement bas en début de saison que la progression qu'on a eue ne nous a ramené qu'à égalité par rapport à la saison dernière. Alors je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je vous dis, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que si Yamaha s'est amélioré, parce que si on n'avait pas progressé avec ce projet, en 2024, je pense que du point de vue des résultats, on serait beaucoup moins bien que 2023. Donc il y a du progrès, il y a des évolutions. Alors l'une des plus grandes évolutions, c'est de comment marche ce projet d'un point de vue général, et je pense qu'aussi là-dessus, Yamaha a beaucoup évolué. On a une véritable prise de conscience, et je continue d'essayer d'y croire. Alors, évidemment que j'ai des doutes, évidemment que moi aussi je suis impatient, évidemment que des fois je suis déçu. Je dois bien admettre que quand on a parlé de ce nouveau moteur et de ces tests qu'on a par exemple réalisés à Valence, je me suis dit « Ah, peut-être qu'à Assen, ça va être pas mal ». On a vu des résultats, je trouve, corrects à Assen, comme par exemple la course sprint. Donc je me suis dit « Peut-être qu'on a une nouvelle dynamique qui est en train de s'enclencher. On verra ce qui se passera au Sachsenring ». Et au Sachsenring, on a eu de nouveau un petit coup d'arrêt. Donc oui, moi aussi, évidemment, je suis des fois un petit peu déçu, j'en attends plus. On va se le dire tout de suite, Fabio Quartararo a été champion du monde sur cette moto. On a tous été tellement ravis de voir un pilote français être champion du monde. On n'a plus envie de voir Fabio 11e, on va se le dire tout de suite. On ne fait pas peut-être des immenses pas en avant, c'est vrai, mais on fait des petits pas. Et petit pas après petit pas, on progresse. Mais je me répète, comme le dit Fabio, ça va prendre des mois. Et je pense quand même que c'est une vision positive des choses de dire que ça va prendre des mois. Parce que peut-être que ça va même prendre des années. Alors j'espère que ça ne prendra pas des années. J'espère qu'à la fin de cette saison, Fabio sera capable d'être régulièrement dans le top 10 et se battre pour le top 5. Et j'espère qu'en 2025, il sera capable de se battre pour des podiums et des victoires. Croisons les doigts. Mais on l'a vu, au vu de la progression du constructeur japonais, j'ai quelques doutes. Surtout qu'en 2025, il ne faut pas oublier qu'il y a de grandes chances que KTM, Aprilia ou encore même Ducati progressent, fassent encore une fois un gros pas en avant et de nouveau Yamaha pourrait être en difficulté. Yamaha de toute façon doit progresser de manière continue comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mais surtout sont obligés entre guillemets de trouver un changement majeur sur cette moto, une nouveauté majeure, je ne sais trop quoi, mais quelque chose qui leur permettrait de faire véritablement un grand pas en avant si on veut à la fin du compte arriver concrètement à concurrencer les meilleurs constructeurs. Et comme le dit Fabio, peut-être pas de viser aujourd'hui Ducati, mais déjà voilà, de se rapprocher de KTM et d'Aprilia. Et si on trouve le quelque chose, je suis quand même assez positif à cette idée et je pense que c'est totalement possible pour Yamaha. Donc voilà, on verra bien dans cette deuxième partie de saison si Yamaha continue concrètement à se rapprocher d'Aprilia ou encore de KTM. Moi personnellement, je croise fort les doigts et j'essaie d'être positif. Je sais qu'évidemment, il y a pas mal de négativité autour de l'évolution du constructeur japonais et je la comprends totalement parce qu'il y a des raisons, on va se le dire tout de suite, mais j'ai envie d'y croire. Donc on verra bien ce qui se passera. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que dans l'ensemble elle vous a plu, et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, je vous dis bye bye les potes, ciao.